Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'élan africain et vous avez bien raison. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Afrique Hebdo et rendez-vous hebdomadaire retraçant les grandes lignes de l'actualité africaine. Au sommaire, ce dimanche, du 10 novembre 2024, le nouveau président du Botswana, Duma Boko, a prêté serment ce vendredi. Il a promis de stabiliser les relations avec les partenaires de l'industrie du diamant. Le Mozambique à feu et à sang suite à des manifestations violentes post-électorales. Plus de 30 personnes ont déjà perdu la vie dans des confrontations entre forces de l'ordre et manifestants. À Maurice, les habitants ont voté ce dimanche pour des élections législatives. Le Premier ministre sortant déclare que son parti s'achemine vers la défaite, une déclaration qui fait suite à des résultats partiels. Bienvenue encore. I, Duma Gideon Boko, do swear that I will faithfully and diligently discharge my duties and perform my functions in the high office of the President of the Republic of Botswana. That I will maintain the Constitution of Botswana and uphold the laws, and that I will direct my abilities to the service and welfare of the people of Botswana without fear or favor, affection or ill will. So help me God. Le nouveau président du Botswana, Duma Boko, a donc prêté serment ce vendredi, 10 jours après sa victoire aux élections générales face au parti au pouvoir depuis 60 ans, ouvrant une alternance inédite dans ce pays d'Afrique australe. Boko Duma, âgé de 54 ans, a prêté serment devant plusieurs milliers de personnes dans le stade national. Donc, 9 jours seulement après que son parapluie pour le changement démocratique, c'est le nom de son parti, UDC, a battu le Parti démocratique du Botswana, BTP, aux urnes. Pendant près de 60 ans, notre démocratie est restée ininterrompue, non éprouvée et non testée. Le 30 octobre de cette année, nous avons testé ensemble cette démocratie, a déclaré Boko Duma dans son discours. C'est avec fierté et peut-être même avec une pointe de soulagement que je peux dire, avec fierté, que nous avons réussi ce test avec brio, a-t-il insisté. Ensemble, nous inaugurons une nouvelle ère politique. L'UDC, parti de gauche de Boko Duma, a remporté 36 sièges au Parlement, contre seulement 4 pour le Parti conservateur qui était au pouvoir, et renversement stupéfiant pour le parti qui dirigeait ce pays, le Botswana, depuis son indépendance en 1966. L'ancien président Mokgweetsi Masisi, qui a reconnu sa défaite 2 jours après le vote, alors que l'échec de son parti devenait évident, était présent aux côtés des dirigeants d'autres pays d'Afrique australe, dont la Namibie, la Zambie et le Zimbabwe. Bien que la foule ait hué le président sortant Masisi, le nouveau président a salué le sens politique de son prédécesseur. S'il vous plaît, donnez-lui un peu d'amour, a déclaré Boko Duma dans le stade. Le Botswana a donné l'exemple d'une véritable démocratie à l'œuvre
que le monde entier peut avoir et imiter. Pour cet acte singulier, l'ancien président restera inscrit en bonne place dans nos cœurs. Les jeunes électeurs représentaient environ un tiers de plus d'1 million de personnes inscrites sur les listes électorales dans le pays. Beaucoup ont déclaré qu'ils souhaitaient un changement après près de 6 décennies de règne du BDP, leurs principales préoccupations étant le chômage, la disparité entre riches et pauvres et l'économie qui a été frappée à part la chute des ventes de diamants, la principale source de revenus du Botswana. Vous, mes compatriotes botswanais, êtes les véritables architectes de cette époque, a déclaré Boko Duma dans son discours. This inauguration colorfully and poignantly demonstrates the human spirit and its desire to live in dignity, in peace, with hope, and in unity with fellow humans. This desire is a powerful force for social reconstruction. You, my fellow Botswana, are the true architects of this day, a day that will forever be etched in the annals of our history and the history of Africa and the history of the world. This is Botswana. We have yet again become an intriguing as well as an instructive case study of democracy at work, not in abstraction, but for the world to learn from. The world watches with an eagerness, ready to see how the story of this beautiful country progresses. For nearly 3 score years, our democracy remained unbroken, unproven, and untested. Boko a déclaré que sa priorité serait de stabiliser les relations avec ses partenaires de l'industrie du diamant, tout en diversifiant l'économie pour la rendre moins dépendante du marché international du diamant. Parmi les invités étrangers à son investiture figurait le chef de l'opposition zimbabwéenne, Nelson Chamisa, qui a déclaré que le changement de régime au Botswana avait alimenté les espoirs de liberté pour son propre pays, où le parti ZANU-PF règne depuis son indépendance en 1980. Nelson Chamisa a perdu en août 2023 une élection qu'il a qualifiée de frauduleuse face au président Emmerson Mnangagwa, qui était également présent à l'investiture du nouveau président botswanais. Le Botswana annonce une ère de nouveauté, une ère de transformation, une ère de transition efficace pour le continent et la région, a déclaré Nelson Chamisa à la chaîne de télévision publique BTV. Nous pensons que l'Afrique a besoin d'un nouveau leadership, a-t-il ajouté. Nous devons tendre la main pour construire notre continent et faire du continent africain l'un des meilleurs au monde. Et nous pouvons le faire et nous devons commencer maintenant, a insisté l'opposant zimbabwéen. La police mozambicaine a tiré jeudi des gaz lacrymogènes sur des milliers de manifestants dans la capitale Maputo lors de la plus grande manifestation jamais organisée contre le parti au pouvoir, le Frelimo, qui a été déclaré vainqueur des élections contestées du mois dernier. La colère est montée depuis que les autorités électorales ont déclaré que le Frelimo avait remporté l'élection du 9 octobre, prolongeant ainsi son règne de 49 ans. Des organisations de défense des droits de l'homme affirment qu'au moins 30 personnes ont été tuées depuis lors
dans la répression policière des manifestations. L'élection a été très disputée. De nombreux jeunes soutenant le candidat indépendant Vinicio Mondlane, qui affirme que le vote a été truqué et a encouragé les manifestations. Les manifestants ont scandé le pouvoir au peuple et le Frélimo doit tomber et certaines rues ont été bloquées avec des pneus en feu et ont brandi des pancartes soutenant Mondlane. Le président Felipe Nyusi n'a pas pris la parole depuis l'escalade des protestations. Son ministre de la Défense a menacé de déployer l'armée et mis en garde contre toute tentative de prise de pouvoir, le déploiement de l'armée qui a fini par avoir lieu dès ce vendredi. Le Conseil constitutionnel du Mozambique n'a pas encore certifié le résultat des élections, un processus qui prend habituellement environ 2 mois. Mardi, le Conseil constitutionnel a ordonné à la commission électorale de clarifier dans les 72 heures les raisons pour lesquelles il y avait eu des écarts dans le nombre de votes comptabilisés lors des élections présidentielles, législatives et provinciales. L'Association du barreau du Mozambique a averti jeudi qu'il y avait des conditions propices à un bain de sang, alors qu'une forte présence sécuritaire était déployée dans la capitale. Amnesty International affirme qu'au moins 20 personnes ont été tuées lors des manifestations depuis les élections, un chiffre que l'ONG locale Centre pour la démocratie et les droits de l'homme estime à 30. Un policier a également été tué lors d'une manifestation ce week-end, a déclaré mardi à la presse le ministre de la Défense, Christopher Tchoume, avertissant que l'armée pourrait intervenir pour protéger les intérêts de l'État. L'armée, donc, comme nous venons de le dire, a été déployée dès vendredi dans les rues de Maputo. C'est dans ce contexte que les Mozambicains accusent les militaires rwandais présents sur leur sol dans le cadre d'un accord entre les deux pays d'être les auteurs des meurtres des opposants et des manifestants dans le but de protéger le pouvoir. Les Mozambicains appellent ainsi que les Romains le président rwandais Paul Kagame à retirer son armée dans les meilleurs délais. L'armée rwandaise, qui, comme vous le comprenez, est aussi accusée, à l'instar de ce qui se passe en République démocratique du Congo, où elle est accusée, l'armée rwandaise et le Rwanda en général, le gouvernement rwandais, est accusé de soutenir la rébellion du M23. Écoutons encore une fois ce que disait à ce propos le président Félix Tshisekedi lorsqu'il participait dernièrement au sommet du COMESA le 31 octobre dernier. C'était à Bujumbura, au Burundi. La paix et la sécurité sont les fondations de toute intégration régionale réussie. Sans paix, il ne peut y avoir de prospérité durable. Aujourd'hui encore, plusieurs pays de notre région, en ce compris la République démocratique du Congo, sont confrontés à des défis sécuritaires majeurs causés par des forces négatives qui continuent de semer la désolation et freinent le développement de nos peuples. La République démocratique du Congo est toutefois résolument engagée dans un processus de pacification de ces provinces de l'Est touchées par la guerre d'agression qui nous est injustement imposée par le Rwanda. Nous aspirons à une collaboration régionale renforcée pour éradiquer les sources d'instabilité et promouvoir un climat favorable aux affaires et au développement dans toute la région. Signe que les relations entre la République démocratique du Congo et le Rwanda se sont fortement détériorées suite à cette rébellion qui sévit à l'est du pays, de la République démocratique du Congo. Le président de l'Assemblée nationale,
Vital Kamerhe, a interpellé la ministre des Affaires étrangères de son pays, Thérèse Kayikwamba, suite à un salut militaire qu'un officier de l'armée présent à l'est de la République démocratique du Congo a adressé au ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Olivier Nduhungirehe, qui était en déplacement à Goma, ville de l'est de la République démocratique du Congo, où il se rendait dans le cadre des efforts de médiation. Écoutons les propos de Vitali Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale, qui s'indigne. D'aller dire à Madame la Première ministre toute notre indignation de voir que le ministre des Affaires étrangères du Rwanda arrive à Goma. Ce n'est pas mauvais puisque nous recherchons la paix, nous sommes pour la paix, mais que vous puissiez lui donner autant d'honneur. Et le gouverneur militaire et l'inspecteur provincial de la police, je considère pour moi que c'est très grave et que nous ne savons pas ce que nous faisons pour terminer. Donc il faut lui dire la prochaine fois quand ce ministre viendra sur le territoire congolais, nous n'avons même pas besoin d'avoir des honneurs quand nous allons au Rwanda, et ils ne le font jamais, et ils se font respecter. Mais comment nous pouvons vraiment, dans la ville martyre de Goma, nous recevons le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, et c'est notre gouverneur militaire qui est au garde à vous avec l'inspecteur provincial de la police. Non, ça nous disons non. Transmettez cela à Madame la Première ministre, que tous les députés sont indignés par ça. Nous soutenons le processus de Luanda. Nous voulons que ce processus aboutisse très vite. Et avant longtemps, nous aurons besoin de Madame la ministre d'État des Affaires étrangères pour mettre au parfum aussi les élus du peuple. On vous voit dans toutes les villes. Pourquoi cette réunion n'a pas eu lieu, par exemple, à Mbujimayi ou à Matadi ou à Kenge? À Kenge, le dernier vice-président allait les accueillir là-bas et leur donner quelques secrets de nos ancêtres là-bas. Ou à Lissala, voilà, par exemple. À Kabinda Lomami ou à Lubao. Merci beaucoup. Le président nigérien Bola Tinubu a ordonné lundi la libération immédiate de 29 enfants passibles de la peine de mort après avoir été inculpés pour avoir participé à des manifestations contre la crise du coût de la vie que le pays connaît depuis une génération. Sous la pression croissante des militants, Bola Tinubu a également ordonné une enquête sur les agents des forces de l'ordre impliqués dans l'arrestation et la poursuite des mineurs. C'est ce qu'a déclaré le ministre nigérian de l'information Mohamed Idriss aux journalistes dans la capitale administrative Abuja. Les enfants détenus depuis août faisaient partie de plus de 70 personnes inculpées vendredi de la semaine dernière pour trahison, destruction des biens et mutinerie après les manifestations du mois d'août qui ont secoué le pays et qui ont abouti à la mort de certains manifestants tués par des agents de sécurité et à l'arrestation de centaines de personnes. Âgés de 14 à 17 ans, 4 des mineurs se sont effondrés d'épuisement lorsqu'ils ont été présentés au tribunal la semaine dernière. La plupart des autres semblaient mal nourris et perdus alors qu'ils s'oppressaient les uns contre les autres sur le quai, les autres étant assis par terre. Il n'y avait eu aucune nouvelle de leur détention jusqu'à leur mise en accusation, qui a suscité l'indignation et renouvelé les inquiétudes quant à la détérioration des droits de l'homme au Nigeria. Un tribunal local a imposé des conditions strictes et a demandé aux enfants une caution de 10 millions de naira, environ 5 900 $ chacun, qu'aucun d'entre eux ne pouvait évidemment pas trouver.
qu'aucun d'entre eux ne pouvait trouver. Ils ont été détenus illégalement et soumis à des expériences horribles, selon le Bureau d'Amnesty International au Nigeria, l'une des organisations de défense des droits de l'homme qui ont exigé la libération de ces enfants. L'arrestation des enfants met en lumière des failles importantes dans notre système de justice pénale, en particulier celui pour les enfants, indiquant des problèmes systémiques qui ne parviennent pas à protéger les droits des mineurs, a déclaré Funke Adeoye, fondateur d'Europe Behind the Bar Africa, une organisation à but non lucratif qui lutte pour les droits des enfants. À l'île Maurice, les habitants se sont rendus aux urnes ce dimanche pour des élections législatives qui ont été assombries par un scandale d'écoute téléphonique. Les bureaux de vote ont ouvert 7 heures locales, soit 3 heures temps universel, et se sont clôturés à 18 heures. C'était pour la 12e élection depuis l'indépendance de ce pays en 1968. On élit l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale élit le Premier ministre. Il y a environ 1 million d'électeurs inscrits sur les listes électorales et qui doivent donc élire 62 membres de l'Assemblée nationale. La crise du coût de la vie étant en tête des enjeux électoraux dans cet archipel de l'océan Indien. Que ce soit le parti ou la coalition qui obtient plus de la moitié des sièges au Parlement, il remporte également le poste de Premier ministre. Le mouvement socialiste militant du Premier ministre Akumal Jigon ainsi que les partis d'opposition ont promis de résoudre ce problème dans l'un des pays les plus prospères d'Afrique. Gignot, le Premier ministre sortant, se présente aux élections un mois après un accord historique qui a vu le Royaume-Uni céder la souveraineté des îles Chagos à Maurice à la suite d'un différend de longue date. Mais la fuite d'appels téléphoniques secrètement enregistrés d'hommes politiques, de diplomates et de journalistes a porté un coup dur au parti de Gignot. En réponse à ce scandale, les autorités ont annoncé le 1er novembre l'interdiction des réseaux sociaux jusqu'après les élections, mais le tollé suscité du côté de l'opposition et des médias locaux a forcé à un revirement embarrassant en 24 heures seulement. La campagne a été tendue et la police a été déployée dans les bureaux de vote pour assurer la sécurité, selon le commissaire électoral Irfan Hauman, alors que les médias faisaient état des préoccupations concernant la fraude électorale. L'Union africaine a envoyé une mission d'observation de 30 membres dans ce pays, présenté comme l'une des démocraties les plus stables du continent africain. Ce pays d'environ 1,3 million d'habitants se présente comme un lien entre le continent africain et l'Asie, tirant l'essentiel de ses revenus d'un secteur financier offshore florissant, du tourisme et du textile. Il prévoit une croissance économique de 6,5% cette année, contre 7% l'année dernière, mais de nombreux électeurs n'en ressentent pas les bénéfices. La coalition Alliance et le peuple de Gignot, le Premier ministre sortant, a promis d'augmenter le salaire minimum, d'augmenter les retraites et de réduire la taxe sur les valeurs ajoutées sur certains produits de base.
il affirme qu'il utilisera les paiements du Royaume-Uni dans le cadre d'un accord d'octobre pour la Grande-Bretagne, c'est les îles Chagos, tout en conservant la base aérienne américano-britannique Diego Garcia. L'opposition, dominée par la coalition Alliance pour le changement, dirigée par Navin Ramgoolam, a également promis d'augmenter les retraites, d'introduire la gratuité des transports et de l'Internet et de réduire les prix des carburants. Écoutons les précisions de l'opposant Navin Ramgoolam. Comment ça fait que nous pouvons faire comme on dit, non seulement nous pouvons baisser l'essence et le diesel, nous pouvons stabiliser le roupier. Essentiel pour le pays qui nous stabilise le roupier. Et là, nous pouvons prendre les autres mesures qui, par exemple, une cause TVA, tu as baisser. Nous disons déjà, nous, qui est un produit essentiel, qui dit nous servir tous les jours. Nous pouvons tirer TVA. Nous disons pour tirer TVA. Le produit essentiel. Aboli carrément. Le produit essentiel. Ouais. Pas tout. Nous ne pouvons pas faire le tout. Ouais. Le produit essentiel, nous disons ça. Et l'autre jour, dans la campagne, on fait campagne, on dans la case. Et madame dit moi, comme sur 20 000 roupies qui gagnent, pas assez, il dit moi, l'eau là, mon besoin, c'était couche. Pour mon monsieur qui a l'idée, mais je ne sais pas combien une couche coûte. Qui même pour faire. Le besoin d'affaires essentiel, le besoin. Le besoin, il n'est pas pour. Le besoin essentiel, hein? Pas besoin de tout produit, on veut dire un produit essentiel. Ben jeune, de 18, comme on dit 28 ans, pas pour payer aucune taxe. Aucune taxe. Nous disons le pension vieillesse, pension handicapé, pension veuve, cela, pas pour aucune taxe, pas pour taxer. Donc, une partie, pas pour taxer, même ça, moi, besoin de dire où. Donc, pas de faire complications, non, il n'est pas pour taxer. Donc, nous voulons redémarrer l'économie. Nous pouvons prendre une mesure pour redémarrer l'économie. Nous voulons créer un nouveau pôle de développement. Et comme nous le disions tout à l'heure, le Premier ministre sortant a déclaré que son parti s'acheminait vers la défaite électorale et donc il reconnaît, avant même la déclaration des résultats officiels, que l'opposition va arriver au pouvoir. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons fin à l'édition d'Afrique Hebdo de ce dimanche. Je vous en rappelle des titres. Le nouveau président du Botswana, Duma Boko, a prêté serment vendredi. Il a promis de stabiliser les relations avec les partenaires de l'industrie du diamant. Le Mozambique a feu et à sang. Suite à des manifestations post-électorales très sanglantes, plus de 30 personnes ont déjà perdu la vie dans des confrontations entre les forces de l'ordre et les manifestants. Entre-temps, la population mozambicaine accuse le Rwanda. L'armée rwandaise est présente sur le sol mozambicain d'être derrière la plupart des meurtres des opposants. À Maurice, les habitants ont voté ce dimanche pour des élections législatives. Le Premier ministre sortant déclare que son parti s'achemine vers la défaite électorale. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons fin à l'édition d'Afrique Hebdo de ce dimanche, 10 novembre 2024. Prochain rendez-vous dimanche prochain, ce sera le 17 novembre 2024. D'ici là, je vous souhaite de passer une très agréable semaine. Portez-vous bien et à bientôt.